Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons déconstruire un dogme fondamental de la biologie. Depuis des décennies, nous avons appris que notre ADN était une bibliothèque fixe, une sorte de manuel d'instruction gravé dans le marbre, légué par nos ancêtres et transmis tel quel à nos descendants. Mais si je vous disais que ce manuel n'était pas figé, qu'il est en réalité le théâtre d'un mouvement incessant où des segments d'ADN sautent, se copient et se déplacent d'un bout à l'autre de nos chromosomes. Nous allons plonger aujourd'hui dans le monde fascinant et complexe des transposons, ces éléments génétiques mobiles que l'on surnomme souvent les gènes sauteurs. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à découvrir ces entités, il faut remonter le temps, dans les années 1940. Nous sommes aux États-Unis et une biologiste brillante, Barbara McClintock, se passionne pour un modèle d'étude qui semble banal au premier abord, le maïs. Si le maïs est une plante que nous apprécions tous dans nos assiettes, pour un généticien c'est un outil extraordinaire. Observez un épi de maïs. Chaque grain est le résultat d'une fécondation indépendante. La couleur du grain est déterminée par les tissus de l'endosperme, des cellules issues d'une unique cellule mère après fécondation. Selon les règles classiques de la génétique mendélienne et de la mitose, chaque cellule, en se divisant, devrait produire des clones génétiquement identiques. Par conséquent, la couleur de l'endosperme devrait être uniforme, homogène sur tout le grain. Pourtant, McClintock remarque quelque chose d'étrange. Des grains tachetés, marbrés, avec des patterns qui défient toute logique. Initialement, on pourrait supposer qu'il s'agit d'une accumulation massive de mutations spontanées au cours du développement. Mais, en étudiant la fidélité extrême de la réplication de l'ADN, McClintock réalise que ce taux de mutation serait biologiquement impossible à maintenir. C'est alors qu'elle formule une hypothèse totalement folle pour l'époque. Et s'il existait, au sein même du génome du maïs, des éléments mobiles capables de se déplacer? Ces éléments, en s'insérant ou en s'excisant au milieu des gènes responsables de la coloration des grains, viendraient alors disrupter leur fonctionnement, activant ou désactivant la synthèse des pigments. Cette idée fut accueillie avec un scepticisme glacial, voire un rejet total de la communauté scientifique. Barbara McClintock fut isolée, incomprise pendant près de 40 ans. Il faudra attendre 1983 pour que la science rattrape enfin son intuition, lui valant un prix Nobel tardif, mais qui confirme que les éléments génétiques mobiles, transposons, sont une réalité biologique universelle. D'un point de vue structural, qu'est-ce qu'un transposon? Imaginez-le comme un segment d'ADN qui code pour sa propre machinerie de déplacement. L'élément central de cette machinerie est une enzyme, la transposase. Cette protéine reconnaît des séquences spécifiques situées aux extrémités du transposon. Une fois liée à ces extrémités, elle catalyse l'excision du segment, le détachement de sa position initiale, avant d'orchestrer son insertion dans une nouvelle région génomique. Il est fascinant de noter que certains transposons ne voyagent pas seuls. Ils embarquent des séquences additionnelles, appelées gènes cargo. Ces gènes ne sont pas nécessaires au déplacement du transposon lui-même, mais ils peuvent conférer des fonctions vitales à l'hôte. Et c'est ici que se joue un compromis évolutif crucial. Pour qu'un transposon soit maintenu dans le génome de son hôte au fil du temps, il doit souvent apporter un avantage sélectif ou bien une fonction essentielle. Et ce pacte entre transposon et hôte est l'un des moteurs les plus puissants de l'évolution génomique. Loin d'être des éléments rares, les transposons sont omniprésents. Ils façonnent le paysage génomique de la quasi-totalité des êtres vivants. Chez l'humain et la souris, environ 50% du génome est composé de séquences issues de ces éléments mobiles. Chez le maïs, ce chiffre est de 75%, et chez la drosophile, il représente environ 20%. Même chez les bactéries, les transposons jouent un rôle clé dans la propagation de la résistance aux antibiotiques. Il existe deux grandes classes de transposons, distinguées par leur mode de déplacement, les transposons à ADN et les rétrotransposons. Les transposons à ADN correspondent à la forme la plus directe et la plus simple. Ici, la transposase est transcrite puis traduite en protéine. Cette protéine détecte les extrémités du transposon, le découpe et le déplace physiquement vers un nouveau site, souvent de manière relativement aléatoire. Cependant, ce processus est loin d'être anodin. L'excision va créer une cassure double brin dans l'ADN de l'hôte. Et chez l'humain, une telle cassure est extrêmement dangereuse, car elle va être réparée par des mécanismes comme le non-homologous end-joining, qui est souvent sujet à l'erreur et peut entraîner des délétions irréparables.
Notons bien qu'ici, il n'y a pas d'amplification du nombre de copies. Le transposon change de place, mais ne se multiplie pas. Contrairement aux transposons à ADN, les rétrotransposons ne se contentent pas de bouger, ils prolifèrent. Ils utilisent un intermédiaire ARN pour se multiplier, ce qui les rapproche étrangement du cycle de vie des virus. Les LTR rétrotransposons se caractérisent par des longues terminales repeats à leurs extrémités. Ils codent pour des protéines apparentées au virus, notamment la transcriptase inverse, RT, et l'intégrase. Le mécanisme est ingénieux. Le transposon est d'abord transcrit en ARN. Cet ARN est ensuite traduit en protéines, dont la reverse transcriptase, qui va rétrotranscrire l'ADN en un nouveau fragment de cDNA. L'intégrase insère alors cette nouvelle copie dans le génome. C'est un véritable mécanisme de duplication. La copie originale reste en place et une nouvelle copie est insérée ailleurs. Bien qu'ils partagent une parenté évolutive avec les rétrovirus, les LTR rétrotransposons ne quittent pas la cellule pour infecter d'autres organismes. Ils restent confinés au génome de leur hôte. Enfin, les non-LTR rétrotransposons sont très intéressants, car ce sont les seuls éléments encore actifs dans le génome humain moderne. Ils ne possèdent pas de longues terminales repeat, mais encodent deux protéines cruciales, ORF1P, une protéine chaperonne, et ORF2P, une protéine dotée d'une activité endonucléase et d'une activité transcriptase inverse. Leur processus d'insertion est très original. Après la transcription de l'ARN, les protéines ORF1P et ORF2P s'associent à l'ARN du transposon pour former un complexe qui va chercher un site d'insertion. Très souvent, ce site est riche en séquences poly T, car l'ARN messager possède une queue poly A complémentaire. L'endonucléase de ORF2P coupe l'ADN de l'hôte, ce qui permet à l'ARN du transposon de s'hybrider directement et à la transcriptase inverse de synthétiser le cDNA in situ. La chaperonne, quant à elle, protège l'ARN de la dégradation. Cependant, ce mécanisme est souvent imparfait. Il arrive fréquemment que la réplication de l'ARN soit tronquée avant d'être terminée, créant alors des copies incomplètes, des transposons morts qui s'accumulent dans notre ADN comme des cicatrices du passé. En conclusion, loin d'être un livre statique, notre ADN ressemble davantage à un manuscrit dont les paragraphes se réécrivent en permanence. Ces éléments mobiles ont non seulement façonné la structure même de nos gènes, mais ils continuent de participer à la richesse et à la complexité du vivant.